Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rocks. Cette semaine, nous allons analyser 1984 de George Orwell, mais j'aimerais me concentrer sur cette première partie que je souhaite faire avec ce roman-là, sur la langue, sur la traduction de cette langue-là en français et aussi quelques petits éléments au niveau de l'histoire sur les grandes réflexions philosophiques. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des poursuites, des réflexions, des trucs que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, dans une seconde partie, peut-être même une troisième partie, dépendamment de à quel point il y a d'affaires à dire là-dessus. Mais étant donné que c'est un roman qui est quand même très complexe et très psychologique, très philosophique en même temps, j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps de les décortiquer en partie et même si ça prend plusieurs vidéos pour passer au travers de ce roman-là, au moins ça va être extrêmement complet puis ça va vous offrir plusieurs avenues possibles pour vous aider dans vos examens. Alors commençons avec cette première partie. Pour ceux d'entre vous qui vont avoir vu ma capsule sur la ferme des animaux, dans cette partie-là, vous allez probablement trouver que je me répète un petit peu. Oui, c'est normal, je vais pas réinventer la vie de l'auteur, surtout que ça fait 70 ans qu'il est mort, il s'est rien passé vraiment depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Je vais essayer de jazzer ça un peu, mais n'hésitez pas à aller voir le début de ma capsule sur la ferme des animaux pour avoir un petit peu plus de détails biographiques que je vous explique, ou sinon vous pouvez toujours aller dans les liens dans la description pour aller voir où j'ai puisé mes informations. Alors, né aux Indes en 1903, notre cher George Orwell, de son vrai nom, Eric Blair, je l'avais même pas précisé dans mon ancienne capsule, la conne. Il a fait partie de la police indienne impériale, il a été prof, il a été soldat, il a été correspondant pour la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de finalement hit le jackpot avec la publication de La ferme des animaux en 1945. Il avait publié d'autres choses avant, mais c'est vraiment ce roman-là qui a fait comme genre « Wow, c'est un génie! » 1984 a été publié en 1949, donc un an avant sa mort en 1950. Mélangez-vous pas dans les dates. Pour ce qui est de 1984, il y a plusieurs maisons d'édition qui ont publié ce roman-là sur plusieurs formats différents. Il y a plusieurs maisons d'édition qui ont décidé d'écrire le titre en lettres et non pas avec des chiffres. Il y en a d'autres qui l'ont mis avec des chiffres, etc. Il y en a qui ont décidé d'en faire des romans graphiques également. Pour peut-être de futures références, je me suis fiée à cette version-ci de l'édition de 1984 qui a été publiée chez Penguin Books. C'est la version anglaise, la version originale dans la langue originale. Ce n'est définitivement pas celle-là qui vont vous parler dans vos classes. Ça se peut que vous fassiez lire la version qui a été publiée chez Gallimard, par exemple, qui est probablement la version la plus standard, je dirais, considérant qu'elle est en format de poche et qu'elle coûte pas trop cher. Qualifié comme un des plus grands romans du 20e siècle, on décrit 1984 comme un roman politique et dystopique. On pourrait tout simplement dire que c'est une science-fiction, mais je vous donne un petit cue ici, si jamais vous voulez avoir l'air vraiment bright dans vos dissertations, je vous conseille d'utiliser le mot-clé dystopie. Pour vous en donner une définition claire, alors une dystopie est en fait un sous-genre de la science-fiction qui va mettre en scène donc une fiction qui se passe dans un monde imaginaire, dans une société imaginaire et dans laquelle c'est organisé pour qu'on soit incapable de s'en sortir de ce système-là. Comprenez. Comme par exemple Acide sulfurique d'Amélie Nothomb, que j'ai fait la capsule récemment, Fahrenheit 451, que j'ai également fait une capsule, ou bien alors La Servante écarlate de Margaret Atwood, que vous connaissez peut-être probablement grâce à l'émission de série télévisée. Pour ceux d'entre vous qui sont peut-être plus familiers avec le travail d'Orwell, qui ont peut-être lu La ferme des animaux, ou qui, bref, savent un peu dans quel genre de pattern ses écrits étaient visés, George Orwell utilise 1984 dans la même lignée qu'il a utilisé La ferme des animaux, et par là, je veux dire qu'il l'utilise pour montrer son désaccord avec la montée du communisme. Dépendamment de l'édition que vous allez avoir, dépendamment du format, si c'est un format standard ou un format de poche, le livre est environ entre 330 et 450 pages. Vous allez voir ce roman-là plus vers la fin de votre secondaire parce que bien évidemment, ça va prendre des certaines connaissances générales, historiques, pour comprendre l'enjeu de ce roman-là, et bien évidemment, tout ce qui est l'aspect philosophique et psychologique de ce roman, ils attendent que vous ayez une certaine maturité, je veux dire entre guillemets, pour bien comprendre et vous forger votre propre opinion sur ce qui se passe à l'intérieur de ce roman-là. Il se divise en 3 parties et chacune d'elles est entredivisée de chapitres. La longueur dépend vraiment, mais c'est quand même des chapitres assez longs, alors vous savez que c'est une lecture qui risque d'être très chargée, qui va vous pousser beaucoup à la réflexion, qui va vous demander d'être concentré, alors si jamais vous avez de la difficulté à vous entrer à l'intérieur de roman, je vous conseille de vous y prendre vraiment d'avance et si vous voulez utiliser des plateformes comme la mienne, donc regarder des vidéos d'explication avant pour savoir à quoi vous engagez et pour peut-être comprendre un petit peu mieux l'intrigue avant de vous embarquer dedans pour rester bien focusé sur ce que vous avez à retenir pour vous aider dans vos examens. Ça peut être vraiment gros à encaisser pour certains, mais vous allez voir qu'à la fin de votre lecture, ça va avoir valu la peine et que vous allez avoir grandi mentalement de cette lecture-là. On est à peu près en 1984, no shit Sherlock, à Londres, qui fait maintenant partie de l'Océania, qui est en fait un des 3 grands états totalitaires communistes qui existent maintenant sur le monde avec l'Est-Asia et l'Eurasia. En fait, ils sont autant en guerre les uns avec les autres. C'est juste jamais clair qui est l'allié et qui est l'ennemi. Ça change vraiment beaucoup. À un certain moment, nous sommes en guerre contre l'Eurasia et l'Est-Asia est notre allié. Puis après ça,
Étrangement, ça change, mais là, ils disent que ça a toujours été le cas. Ils ont toujours été en guerre avec l'Estasia, et l'Eurasia a toujours été leur allié, et personne n'a le droit de remettre ça en doute. On suit le personnage de Winston, qui est un employé du ministère dans cette espèce de système totalitaire-là. Et sa job à lui, c'est de falsifier les documents. En fait, ce n'est pas le mot qu'il utilise, mais sa job, en gros, c'est de passer à travers les informations passées, donc des trucs qui ont été écrits et publiés qui sont en référence avec un passé qui n'aurait jamais existé. Alors, sa job à lui, c'est de mettre à jour ces informations-là et de marquer la vérité, ce qui s'est réellement passé, et non pas ce qui a été malheureusement écrit qui n'est pas vrai. Dans cette même lignée-là, il existe la police de la pensée dans cet univers-là. Et oui, vous avez bien entendu et bien compris. Quiconque ne pense pas comme le système l'entend, comme le gouvernement le veut, se fait pourchasser par cette police de la pensée. Pas s'ils font des choses contre le gouvernement. Alors ça oui, mais s'ils font juste penser à peut-être faire quelque chose contre le gouvernement. Si quelqu'un te soupçonne que tu pourrais peut-être penser du mal de Big Brother ou de leur système totalitaire, tu risques de disparaître quand même assez rapidement. Puis, à la dernière nouvelle, on n'est pas sûr qu'on va te retrouver à temps pour t'aller souper chez vous. Fais attention à qui tu fais confiance, mon chummy. Parce que n'importe quoi que tu vas dire qui pourrait peut-être pas passer, tu prends un méchant bon risque. Et Winston a très peur de ça, donc il écrit dans un journal, chose qui est extrêmement mal vue, parce que c'est pas accepté dans cette société-là de partager ses pensées et de réfléchir généralement. Et il essaye subtilement, bien évidemment, parce qu'il veut pas se faire pogner, de trouver des gens qui vont peut-être penser comme lui, qui remettent en doute certaines choses, et il aimerait avoir des conversations qui ramènent un petit peu son sens humain. Et considérant qu'il y a des caméras partout et qui sont en état de constant supervision, c'est impossible de faire des recherches de façon at large ou même de façon clandestine. C'est extrêmement difficile de pas se faire pogner à faire de quoi qui pourrait peut-être être mal vu, mal expliqué et tu sois pas capable de t'en sortir quand t'es pogné avec la police. Fait que c'est pas facile de faire du chit-chat avec tes amis pendant que t'es à la cafétéria sur l'heure du dîner, là. C'est pas vraiment l'idéal, la manière de trouver des gens avec qui tu pourras avoir une petite conversation on the side. Mais tout ça va changer lorsque Winston va rencontrer Julia. Spoiler alert pour tous ceux qui n'auraient pas terminé le roman, je vous invite à passer directement à la prochaine partie si vous voulez pas avoir de divulgateur. Ensemble, donc Julia et Winston vont réussir à trouver une certaine porte d'entrée à l'intérieur d'un réseau clandestin qui essaie de démystifier l'affaire Big Brother, donc l'espèce de Big Brother qui existe, qui est à la tête du parti communiste. Il est révélé qu'il n'existait pas et que en fait c'est une grosse organisation qui est contrôlée par un gros réseau politique et il existe une résistance qui essaie de démystifier tout ça et de défaire tout ça pour qu'on revienne à nos sources de ce que c'était vraiment être libre avant. Alors ils s'embarquent là-dedans sans vraiment trop savoir ce qui se passe, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour y arriver et pousser les limites de, bref, leur vie. Et ça va leur exploser en pleine face quand ils vont apprendre que la personne qui les avait intégrés dans cette espèce de réseau clandestin était en fait de la police, d'une sous-division de la police de la pensée et qu'ils sont dans la merde jusqu'au cou. Ils vont se faire torturer de toutes les façons possibles jusqu'à ce qu'ils réussissent d'une certaine manière à leur enlever toute conviction. Ils acceptent la présence de Big Brother, ils aiment Big Brother, ils comprennent ce qui se passe dans leur système. Ils ne veulent plus, même ne serait-ce que penser à modifier ce système-là. Ils en viennent à croire à la pureté du système, ils la voient comme étant la seule option viable pour la survie de l'humanité. Le roman comporte vraiment beaucoup de néologismes, et comme toujours, les mots inventés sont vraiment très difficiles à traduire. Mais avec les descriptions qu'en fait l'auteur et les mises dans le contexte qu'il nous donne, on est capable de trouver une espèce d'équivalent, dépendamment de la langue dans laquelle on traduit, pour que ça vienne toucher le lecteur à peu près de la même façon que l'aurait fait le mot dans sa langue originale. Par contre, là où il y a une vraie difficulté dans la traduction de 1984, c'est que dans ce monde, on invente complètement un nouveau langage. Le Newspeak, en anglais, a été traduit la première fois en 9 langues et ensuite a été réadapté dans la nouvelle édition par le néo-parler. L'objectif en gros de cette nouvelle langue est d'apprendre à parler avec le moins de mots possible et de simplifier la communication pour que la nouvelle génération, qui ne parlera que le Newspeak, ne sache parler que de ce qui est autorisé par le régime. Les mots ont de nouvelles significations, certains sont complètement rayés du vocabulaire ou modifiés dans leur définition. Les temps de verbe et les phrases comme on les connaît aujourd'hui sont complètement chamboulés. On veut raccourcir à tout jamais l'utilisation des mots. Tout ça pour mener inconsciemment, ce n'est pas mentionné, mais c'est implicitement
décrit que les gens cessent de faire du small talk, de juste parler les uns avec les autres, parce que c'est ce genre de conversation-là qui peuvent mener à des gens qui vont se poser des questions et toutes sortes de trucs comme ça qui pourraient pousser les gens à vouloir se rebeller contre l'institution, de faire des révolutions ou de se mettre trop à penser. Mais dans le newspeak, si le mot liberté n'existe plus, personne ne peut l'utiliser, personne ne peut en parler, personne ne peut se questionner sur l'importance de ce mot-là. Ça règle beaucoup de problèmes dans un régime totalitaire. Mais bref, pour revenir à ce qu'il y en est de la traduction. Les mots, la grammaire, la syntaxe des phrases ne se fait définitivement pas de la même façon qu'en français. Le français est une langue énormément plus riche que la langue anglaise. Et par là, je veux dire qu'on a beaucoup plus de mots et que ça peut sembler au final qu'on a beaucoup de mots pour pas grand-chose. Alors qu'au contraire, ça permet de spécifier énormément notre pensée et de cibler les mots exacts, dépendamment de leur définition, pour bien traduire, pour bien transmettre les informations que nous voulons partager et les idées que nous voulons communiquer. On a peut-être 3 mots en français qui vont peut-être s'équivaloir aux mots en anglais. Et c'est là que ça devient difficile de faire la traduction. Surtout au niveau des phrases, où nos phrases sont beaucoup plus longues, l'utilisation des verbes, des pronoms, des adjectifs, tout ça, des adverbes, c'est beaucoup plus long qu'une phrase en anglais, mais l'objectif est le même. Alors que dans une langue en anglais qui a été explicitement fait pour utiliser le moins de mots possible, faut que la traduction française, à l'intérieur du roman, de la manière qu'ils décrivent cette nouvelle langue-là, soit aussi cordée avec cette idée-là. Donc, on utilise le moins de mots possible pour décrire exactement la même chose. Mais on peut pas traduire mot pour mot, ça fonctionne pas. Alors comment faire pour que les principes qui sont décrits dans cette nouvelle langue, dans sa langue originale, se traduisent très bien dans la langue française et se coordonnent avec ces nouvelles explications-là? C'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que vous allez voir des différences si vous lisez la traduction ancienne ou la traduction nouvelle ou différentes traductions qui sont disponibles. Et vous allez voir que la traduction, c'est pas fait pareil, les mots sont différents, mais au final, si on retraduit en anglais, ça veut pas mal autour de dire la même chose. On est pas mal tout le temps autour de ce que voulait dire le concept initial. Mais c'est rare que en traduction, on va toujours tomber pile poil sur ce que l'auteur voulait vraiment dire, parce qu'aucun mot n'est véritablement 100% pur, dépendamment de la langue dans laquelle on va le traduire, parce que ça veut jamais nécessairement dire la même façon, dépendamment des cultures et de l'évolution de cette langue-là. Mais on peut toujours essayer, tu sais. Heureusement, c'est pas le roman en entier qui est en newspeak, parce que là, ce serait vraiment intense. Mais la langue et l'invention de cette langue-là est tout de même extrêmement importante à l'intérieur du roman. Ça montre justement, et ça vient appuyer le fait que c'est dans cette dystopie-là, on est dans un univers où l'humain ne peut plus vraiment penser à sa guise et qu'il doit se conformer à ce que d'autres lui disent de penser. Et ça va se dégénérer justement avec l'invention de cette nouvelle langue-là, à quel point vous avez le droit de dire certaines choses et de converser sur certaines choses, et jusqu'à ce qu'on arrive au point où vous n'allez plus pouvoir dire quoi que ce soit autre que juste les affaires extrêmement importantes, genre faut que j'aille aux toilettes. Puis sincèrement, peut-être pas même, parce que tu sais, techniquement, les gens n'ont pas nécessairement besoin de savoir que c'est là que tu t'en vas, tu pourrais juste comme y aller, puis le monde va déduire une fois que tu rentres par la porte que il avait envie d'aller pisser, puis tout le monde s'en fout un peu dans le fond. Fait que bref, c'est vraiment donc important que vous compreniez son enjeu. Si vous l'avez pas lu le roman encore, vous allez comprendre lorsque vous allez arriver dessus. Si vous l'avez déjà lu, maintenant vous savez que c'est un élément que vous ne devez pas nécessairement négliger. C'est pas juste une partie du roman qui est juste là pour, bon, ajouter des nombres de mots à ce que l'auteur voulait nous raconter. Non, pas du tout. Ça vient appuyer tout ce que je dis depuis le début concernant cette dystopie-là qui fait que personne n'est capable de s'en sortir et qu'on est dans un univers complètement totalitaire où plus personne a le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est ce que se demande Winston tout le long du roman. Où est la vraie vérité? Où est la vérité absolue? Est-ce qu'elle existe encore? Et si oui, qui ou quoi la possède? Big Brother lui-même? Winston? Leur système politique tout court? Ça fait tellement longtemps que les documents sont falsifiés, modifiés, réarrangés au bon désir du gouvernement que c'est pratiquement impossible de se souvenir de... Est-ce que ça a toujours été comme ça? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est une question extrêmement difficile, autant pour Winston à travers le roman que pour nous en tant que lecteurs. Toutes les fois où il croit avoir trouvé quelque chose qu'il est considéré comme absolument vrai, la vérité pure, absolue, ce l'est pas. Parce qu'après ça, il redécouvre une nouvelle information qui fait que ce qu'il pensait être vrai était en fait, encore une fois, totalement faux. Alors il se fait constamment démentir et il en vient à ne plus trop savoir si ce qu'il a su était vraiment vrai, si c'était ça la vérité, ou si ce qu'on lui contredisait était en fait cette vérité-là. Est-ce que c'était un mélange des deux? Est-ce que c'était complètement à part? Il le sait jamais. Et c'est pour ça qu'à la fin, il se ramasse brainwashed, parce qu'il sait plus ce qui se passe, il sait plus s'il peut faire confiance à sa propre esprit. Et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on se pose les mêmes questions à travers Winston. On pense avoir des informations supplémentaires quand ce qui est de la narration, puis toute l'espèce d'aspect extérieur qu'on a
de la vision du lecteur, contrairement au personnage principal. Mais au final, on en vient que nous non plus, on n'est plus trop sûr de ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Mais au final, on sait que c'est pas nécessairement vrai parce qu'on est dans une dystopie. Mais encore là, la perception qu'on a de la vérité, elle est différente d'une personne à une autre. Même si on a tous été, par exemple, 5 personnes à regarder la même chose, le même événement, on va tous raconter cette vérité-là d'une manière différente. Et ça, c'est selon notre point de vue, ce que nous, on a vu. Ah, peut-être qu'il y a une personne qui a vu derrière l'autre qui s'est passé quoi en background, alors que cette personne-là, elle avait le dos tourné, puis elle pense que c'est l'autre qui a vu quelque chose de supplémentaire. Alors, la vérité absolue de ce qui s'est réellement passé, personne là. Dans ces 5 personnes-là, personne là. Et pourtant, les 5 vont tous être 100% convaincus d'avoir la vérité absolue. Et d'une certaine manière, peut-être que c'est vrai, peut-être que ce qu'ils racontent, c'est effectivement tout ce qu'ils ont vu, mais c'est une interprétation de ce qu'ils ont vu, c'est une interprétation de ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là et de ce qu'ils ont déduit de la situation. Mais on n'est jamais dans la tête des autres personnes, on n'est jamais dans la tête des choses qui se passent, alors c'est pas toujours facile de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Selon moi, la vérité absolue, il n'y en a pas. En fait, non, il y en a une, mais personne d'humain n'en a accès. Elle existe quelque part autour de nous, dans une espèce d'univers complètement peut-être parallèle, dans une espèce d'unité de temps où le temps est peut-être tangible, qu'on pourrait le prendre et voir vraiment ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé. Mais encore là, j'ai l'impression que notre cerveau humain est trop subjectif et trop égoïste pour être capable de dissocier ces événements-là de sa propre perception et de juste se concentrer sur les faits. Elle est tellement autour de nous, cette vérité-là, que des fois, on arrive à se regrouper des centaines et des centaines et des centaines de personnes dans une vérité qu'on est certain être absolue. Et parce qu'on est énormément à penser cette affaire-là, on est sûr qu'on a raison et que c'est ça la vérité parce qu'on a toute la même version. Mais est-ce que ce l'est vraiment? Non. On s'est juste convaincu en groupe que c'était ça la vérité, alors qu'au final, c'est peut-être pas ça du tout. Est-ce que vous y croyez en cette espèce de vérité pure-là? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'avoir une vérité absolue, d'avoir réellement dans les faits ce qui s'est passé ou ce qui a été dit? Pensez-vous que l'humain a accès à cette vérité-là? Je suis curieuse, moi, de savoir ce que vous en avez pensé. Le contexte historique dans lequel Orwell a écrit son œuvre faisait beaucoup plus écho à l'époque. Alors, à la fin des années 40, donc quelques temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce que la société avait le plus peur qui arrive, ce soit qu'il y ait un retour de balancier. Alors qu'on soit arrivé à un certain stade pendant la Seconde Guerre mondiale où le fascisme avait pris une montée absolument fulgurante en si peu de temps, les gens avaient peur qu'on revienne de l'autre côté et qu'on balance à l'extrême gauche pour pallier avec la montée de l'extrême droite. Alors les gens, surtout en Occident, se sont mis à la chasse à l'hérétique digne du Moyen-Âge pour chasser tout esprit communiste et tout quiconque personne qui osait penser à peut-être un jour s'en aller plus vers une planche de gauche. Pour plusieurs grands esprits de l'époque, dont Orwell, ils utilisaient leurs écrits, donc leur propre vision de la chose et leurs propres idéaux, pour les transmettre à l'intérieur de leurs écrits, de leurs romans, de ce qu'ils voulaient raconter et d'expliquer à quel point le communisme, c'était mal. Aujourd'hui, en 2021, même si on a d'une certaine manière perdu la mémoire collective de cette peur du communisme-là, ou de ce que la montée du communisme pourrait apporter à notre société, est-ce que vous pensez que c'est possible encore d'y voir un retour de balance? On a peut-être frôlé une montée étrange de l'extrême droite dans les 5 dernières années, mais qu'en est-il de l'extrême gauche? Vous qui n'êtes peut-être pas 100% calé en politique, qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Si vous regardez vraiment bien comme il faut à l'intérieur du roman, vous allez voir qu'il y a énormément de points qui peuvent vous souligner tout ce que la gauche peut apporter de mal, tout ce que la droite a apporté de mal, et des peut-être même similarités qu'il y a un petit peu entre les deux. Vous êtes quand même capable de vous forger une opinion avec ce que vous connaissez déjà de la politique ou ce que vous pouvez tirer de connaissances de la politique à travers ce roman-là et peut-être des expériences et des informations que vous pouvez trouver de connexes. Et de toute façon, après votre lecture de 1984, vous allez définitivement avoir une opinion sur la question. En vous basant sur le roman, sur l'image d'un possible futur que nous a partagé Orwell, et vos propres connaissances sur l'humanité, la politique de l'humanité et les gaffes qu'on a commis par le passé, ce qui est le futur que nous a montré Orwell, même s'il n'a effectivement pas été tout à fait là en 1984 comme il l'avait d'une manière prédit. Il y a quand même des éléments que vous allez peut-être remarquer qui font quand même assez écho à notre société. Est-ce que vous croyez que c'est peut-être un futur qui pourrait revenir et peut-être s'étendre à, qui sait, 2050, 2070? C'était futuriste dans les années 40, mais est-ce que c'est encore futuriste en 2021? C'est à vous de vous faire une opinion là-dessus. Alors c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura indiqué un petit peu plus des avenues de réflexion par rapport à votre réflexion, votre propre réflexion sur 1984. N'hésitez pas, comme je l'ai dit au début, de me partager en commentaire des pistes de réflexion que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine partie, des éléments que je n'ai pas beaucoup abordés aujourd'hui, que vous aimeriez que je pousse un petit peu plus, autant au niveau de l'histoire que des réflexions, que de la philosophie de l'histoire. N'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, sur mon Instagram ou en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt
Donc à lundi prochain!